Cette semaine à InfoCam, nous nous entretiendrons avec le député néo-démocrate de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, M. François Lapointe, qui nous dressera son bilan de l'année 2012 et ses perspectives pour l'année 2013. Également, nous parlerons d'une nouvelle carte de motoneige disponible au Kamouraska et nous parlerons d'un projet qui tient à cœur les élèves de l'école Monseigneur Boucher dans le cadre de la réfection de leur parc école. Bonjour et bienvenue à cette toute première émission d'InfoCam de l'année 2013. Annie Lavoie est là en remplacement de Marie-André Dupéré qui, elle, sera de retour la semaine prochaine. Tout d'abord, comme premier reportage, laissez-moi vous présenter celui avec M. François Lapointe, député néo-démocrate des comtés Montmagny, Lillet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. Il nous dresse le bilan de l'année 2012 et nous expose ses perspectives pour l'année 2013. Donc d'abord, question très générale, si on faisait le bilan de votre session parlementaire, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session-là? Si on parle de la session à Ottawa, il y a eu deux moments qui étaient des moments charnières, mais d'assez mauvaises nouvelles. Deux énormes projets de loi mammouth, un de plus de 500 pages, un de quasiment 500 pages, un en mars, qui revêtait l'idée d'une loi budgétaire. Et c'est la nouvelle façon de faire de ce gouvernement-là qui amène beaucoup de changements à beaucoup de choses avec le minimum de consultation. 500 pages qui touchaient à l'environnement, aux pensions, à l'assurance-emploi, tout ça sur l'idée qu'on fait le ménage dans les finances et là, voilà, on se retrouve avec le paquet de problèmes qu'on a depuis ce temps-là. Quelles sont les réalisations concrètes desquelles vous êtes les plus fiers que vous avez réalisées à l'automne? Par exemple, sur le dossier de l'assurance-emploi, on a réussi à les faire reculer quelque peu sur le calcul statistique. Ça va être un peu moins dur sur les statistiques pour le Bas-Saint-Laurent. On a réussi à les faire reculer un petit peu sur les gens qui travaillent pendant qu'ils sont à l'assurance-emploi. Le nouveau calcul, ça pénalisait les petits salariés. Ils ont reculé un petit peu là-dessus. L'ensemble des joueurs clés du territoire ont reçu une demande d'appuyer. L'ensemble, Chambre de commerce, MRC, syndicats, l'ensemble des joueurs clés ont reçu, de la part des néo-démocrates de l'Est du Québec, ont reçu une demande d'appuyer une table de concertation régionale. Pour l'instant, je n'ai que des bonnes nouvelles. Je n'ai que des gens qui me disent « oui, nous pensons l'appuyer ». Bon, dans les prochaines semaines, on devrait avoir la confirmation, ce qui devrait amener une table de concertation, une réunion de cette table-là en février. Et si en février, on analyse que l'application de la réforme est aussi malsaine qu'on craint qu'elle peut l'être, on va passer à un niveau qui est rare, c'est d'aller faire pression sur la ministre, mais au niveau régional. Et sur quel autre dossier présentement travaillez-vous à faire reculer le gouvernement? Le gouvernement Harper aime énormément le pouvoir, mais n'aime pas la gestion du bien public. Ça, ils n'aiment pas ça. Hein? S'ils pouvaient, là, ils mettraient un gros site Internet avec des petites cases, là, puis ils diraient aux gens « débrouillez-vous ». C'est hallucinant. Comment ça se traduit chez nous dans le comté, c'est qu'on a tous les cas de figure imaginables. Des gens qui attendent après un pardon qu'ils auraient dû obtenir depuis des années, puis là, parce qu'ils n'ont pas le pardon, ils ne peuvent pas accepter un emploi majeur, d'administrateur, où il faudrait qu'ils voyagent aux États-Unis. Et là, on ne comprend pas pourquoi ça prend tant de temps avant qu'ils obtiennent le pardon, etc. On a ça régulièrement maintenant. Des gens en immigration qui n'ont pas de réponse. Des gens en assurance-emploi, ça c'est convenu, qui n'ont pas de réponse depuis des semaines. On a ça régulièrement. On a eu des cas qui nous ont complètement décontenancés de parents monoparentales. C'était toutes des mères monoparentales qui se faisaient contester l'argent qu'ils recevaient pour la garde de leur enfant fédéral. Donc, soudainement, on leur disait qu'on allait leur couper leur prestation pour garde d'enfants. Et non seulement qu'on leur coupait, mais qu'on leur contestait celle des 2 dernières années. Donc, en théorie, ils devaient redonner quelques milliers de dollars à l'État. Et là, on leur demandait de prouver le fait qu'il y avait la garde de leur petite fille avec des dizaines de documents. Ce que ça fait, nous, dans notre réalité, c'est que mes employés sont énormément occupés à faire le suivi pour essayer d'aider ces gens-là qui sont victimes d'une façon d'administrer l'État qui est absolument déconnectée des gens et des besoins réels des gens dans ce gouvernement-là. Il y a tout le volet économique aussi qui m'inquiète.
C'est un peu technique, mais pour moi, c'était l'élément le plus révélateur quand le ministre des Finances, au mois de novembre dernier, dit devant les plus grandes entreprises du pays, vous avez eu 500 milliards de baisse d'impôts depuis que les conservateurs sont au gouvernement et vous n'avez pas réinvesti ce 500 milliards-là dans l'économie réelle. Il est à quelque part dans vos poches ou dans vos comptes de banque. OK? Ce modèle-là, conservateur, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement qu'ils m'ont jeté à terre? Ils ont baissé, ils ont coupé de 400 millions à peu près l'aide à la recherche et développement. Le conseil municipal de Rivière-Ouelle, avec la mairesse, organisait une conférence de presse pour nous parler de la fermeture du CHSLD de Thérèse Martin. Nous nous sommes entretenus avec la mairesse, Mme Élisabeth Hudon, pour en savoir davantage sur ce sujet. Donc, le conseil municipal de Rivière-Ouelle a demandé dernièrement un moratoire au C3S de Kamouraska, ce qui a été refusé. Quelle est votre réaction par rapport à ce refus? Bien, on est déçus du refus parce que depuis le début, le C3S nous dit qu'il n'y a pas de presse pour la fermeture, donc on voyait pas d'inconvénient à ce qu'on prenne une pause si on n'est pas pressé de fermer. On dit que le dossier a été longuement analysé, réfléchi du côté du C3S de Kamouraska. Est-ce qu'à votre avis, c'est le cas? Et sinon, aussi oui, pourquoi? Non, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Les raisons sont simples. Il y a eu divers documents, ou en tout cas pour la prise de décision. Et dans ces documents-là, il y a eu des erreurs. Donc, si on prend notamment le document qui parle du centre Thérèse Martin, donc c'est un document d'analyse du bâtiment et dans ça, on parlait dans la conclusion qu'il y avait tout le bâtiment avait des chambres doubles, sauf une, alors que c'est l'inverse. Thérèse Martin, c'est toutes des chambres simples, sauf une. Ici, on parle d'une erreur majeure que le conseil de Rivière-Ouelle, en fait, c'est nous ici qui avons décelé l'erreur en lisant le rapport et qu'on a transmis l'information au C3S. Par la suite, on a eu de l'information, c'est une signature d'entente entre l'Agence de la santé et le C3S. Et dans cette entente-là, on parlait qu'il fallait réduire de 150 à 99 lits pour arriver à une norme. Ce n'est pas une norme, à une espèce de référence de 2,7 lits par 100 habitants de 65 ans et plus dans la région, dans la MRC. Et si on fait le calcul, 2,7 lits par 100 habitants, fois la population ici, ça fait pas 99. Puis si on prend 99, en fait, on tombe à la référence 2,2 lits par 100 habitants. Donc, encore une erreur que le C3S n'avait pas remarquée dans ses documents. C'est le conseil de Rivière-Ouelle, en lisant les documents, qui a signifié cette erreur magistrale, là, importante. On parle aussi que le C3S dit que la population vieillissante va diminuer dans les prochaines années. C'est complètement l'inverse. Quand on prend les données de la statistique du Québec, au Bas-Saint-Laurent, on se compare au Kamouraska. En fait, le Kamouraska se compare au Bas-Saint-Laurent. La population va doubler d'ici 20 ans, la population vieillissante. Donc, encore une incohérence, ça nous permet de douter de toute l'analyse sérieuse du dossier. Donc, on parle aussi du plan de déménagement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce plan-là? En fait, ils appellent ça un plan d'intervention, mais on l'a vulgarisé en plan de déménagement parce qu'effectivement, ce n'est pas un plan, c'est l'intervention qui entoure le déménagement. En fond, les résidents et leurs proches ont été rencontrés pour voir comment ça allait se passer. Et malgré le fait que le C3S dit qu'il n'y a pas de presse, ceux qui veulent rester pourront rester tant qu'ils veulent, dans le résumé du plan d'intervention ou ce qui se résume au plan de déménagement, on donne toutes sortes de possibilités, c'est-à-dire est-ce que la personne va être déménagée au centre d'Anjou ou à Saint-Alexandre, à Villa-Maria? Est-ce que présentement, il veut être mis sur une liste d'attente? Est-ce qu'il veut qu'on revoie son dossier au mois de mars parce qu'il ne voulait pas, lui, il ne veut pas quitter? Mais il n'y a aucune case qui dit ne veut pas partir et ne partira pas. Donc, pour eux, c'est de dire, ben oui, on leur dit, vous pouvez rester tant que vous voulez, mais dans les faits, ils leur font signer un papier qui n'a aucune case pour dire on ne veut pas partir. Et qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans cette situation-là? C'est le manque de vision pour l'avenir. C'est comme si on a pris une décision et pour nous, c'est une décision très à court terme. Et aussi, on a peur
que les soins à domicile ne soient pas prêts. On se permet de douter à savoir si les soins à domicile vont être prêts, si les services vont être bien rendus à la population, puisque pour nous, le système d'analyse ou en tout cas de prise de décision du dossier est déficient. Donc, si il est déficient, mais malgré tout, on nous dit que tout est beau et tout va bien, comment on peut avoir la garantie que de l'autre côté, c'est vraiment beau et ça va vraiment bien et ça va vraiment bien aller pour l'avenir? Et maintenant, quelles sont les actions concrètes que vous comptez continuer ou que vous comptez commencer à entreprendre prochainement? Bien, c'est certain que on va se présenter au conseil d'administration le mardi prochain, le 22 janvier. On invite la population aussi à se déplacer. Puis, on va faire des démarches. On avait fait des démarches auprès des élus plus locaux, des divers paliers gouvernementaux. Là, c'est sûr que le ministre Hébert est une personne clé. Afin de faire un bilan de l'année 2012 des actions et interventions de la Commission de la santé et sécurité du travail, nous avons rencontré Mme Sophie Gaudreault, agente de la CSST du Bas-Saint-Laurent. Donc, on fait aujourd'hui un bilan de la CSST au niveau du Bas-Saint-Laurent, plus particulièrement au Kamouraska. D'abord, pour le Kamouraska, est-ce que c'est un bon bilan qu'on fait de l'année 2012? Bien, c'est sûr qu'on a fait quelques activités de prévention sur le territoire. On a été beaucoup visiter les centres de formation, le centre de métallurgie, particulièrement à la Pocatière. Parce que dans ces centres-là, il y a les jeunes, dans le fond, qui sont en train d'apprendre un métier. Et à la CSST, on a un plan d'action jeunesse. Donc, on veut s'assurer que les jeunes, pendant leurs études, soient informés de la santé-sécurité et puis que ça soit inculqué dans leurs activités quotidiennes. Et en même temps, bien, ces centres de formation-là, eux, devaient mettre aux normes leur équipement, que ce soit des machines, les outils qui travaillent. Donc, ils devaient se mettre aux mêmes normes qu'aux industries. Donc, c'est ce qu'on a fait au niveau du territoire de la Kamouraska, sans compter tous les autres interventions quotidiennes qu'on peut faire auprès des employeurs là, qui le demandent. Est-ce que sur le territoire du Kamouraska, il y a eu beaucoup d'interventions de cas majeurs en 2012? On n'a rien eu de majeur. Pour ce qui est après ça, du nombre d'accidents ou d'interventions, c'est sûr qu'on est en début d'année 2013, donc les chiffres réels ne sont pas encore sortis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas eu d'accidents majeurs ou mortels, donc au moins c'est positif pour la région. Et même que du côté de Bombardier, pour l'année 2012, ils avaient présenté un prix au Grand Prix de la CSST. Dans le fond, nous, c'est un concours pour reconnaître justement les initiatives des entreprises qui mettent dans leur milieu. Chez Bombardier, on avait adapté une scie à métal pour pas que les travailleurs se coupent, bien évidemment, les doigts ou se coincent les doigts entre leurs pièces et le garde protecteur de la machine. Donc, ils ont été finalistes pour l'année 2012. Malheureusement, ils n'ont pas gagné, mais on peut les inviter à présenter d'autres projets. Puis, on invite aussi les autres entreprises du Kamouraska à présenter leurs projets parce que ça permet de faire connaître des réalisations et en même temps, c'est une belle visibilité pour l'entreprise au niveau du Bas-Saint-Laurent, mais également au niveau de la province, puisque tous les projets se retrouvent sur le site de la CSST. Et quelles sont les activités qui sont prévues à votre calendrier? Pour la CSST, on a en ce moment, c'est la période de candidature justement pour les inscriptions du Grand Prix SST. Sinon, durant l'été, on aura les services de l'escouade jeunesse qui peuvent se présenter dans les entreprises qui aimeraient que bien souvent, durant l'été, on engage beaucoup de jeunes. Donc, l'escouade va rencontrer les jeunes et leur explique leurs droits, leurs obligations. Et lorsqu'on arrivera à l'automne prochain, on a le défi prévention jeunesse qui s'adresse aux écoles primaires, secondaires et les centres de formation professionnelle. Et on termine l'année avec notre colloque annuel, 5e édition. Cette année, ça a lieu à Rivière-du-Loup. Donc, on invite les gens à venir en grand nombre. Après plusieurs mois de travail, une carte de motoneige pour le territoire du Kamouraska est maintenant disponible pour les motoneigistes. Pour y arriver, plusieurs partenaires se sont impliqués dans le projet. Discutons-en avec Anne-Lise Bois du CLD du Kamouraska et M. Jonathan Tremblay de la MRC de Kamouraska. La carte, dans le fond, ça se trouve à être un peu le premier projet du comité de concertation de la motoneige. Donc, au début, le but du comité n'était pas nécessairement de faire une carte motoneige, c'était vraiment essayer de se pencher sur comment est-ce qu'on pourrait positionner vraiment le Kamouraska. De là a découlé l'idée, on pourrait se faire une carte à nous, où est-ce qu'on pourrait mettre de l'avant nos attraits ou vraiment nos clubs à nous, nos sentiers, quelque chose qui est plus de la région, dans le fond. Vraiment une carte régionale, parce que ça s'était jamais fait, cette carte-là. Donc, c'est de là... C'est un peu ce que les clubs aussi ont ressenti comme étant le premier projet qui leur tenait à cœur dans tout ce qu'on appelle placement, développement du produit motoneige. C'est vraiment le premier projet qui s'en est dégagé. Parlez-nous justement de ces informations qu'on peut retrouver sur cette carte-là.
Sur la carte, on va retrouver en fait l'ensemble des sentiers qui sont présents dans la région. Les sentiers débordent un petit peu du territoire justement pour faire le lien avec les autres territoires, que ce soit avec la MRC de Lillet, MRC de Rivière-du-Loup ou la MRC de Témiscouata. On va retrouver des sentiers. On peut retrouver 3 types de sentiers, que ce soit les Trans-Québec, qu'on va identifier en bleu et en vert. Mais on va avoir aussi tous les sentiers locaux du Kamouraska qui vont permettre de faire le lien des fois entre certains villages et les grands sentiers plus nationaux, si on veut. On va retrouver différents attraits. On peut retrouver, exemple, le pont couvert à Saint-Onésime, le belvédère à Saint-Pacôme, les ravages de chevreuil aussi, qui peuvent composer justement des attraits là, pour les motoneigistes qui seraient de passage dans la région. L'autre aspect très important, c'est les clubs de motoneige, en fond. On retrouve, situés sur les cartes, les 4 clubs de motoneige du territoire qui sont le long de l'axe de la Trans-Québec 5. Donc, on va retrouver aussi sur la carte du côté recto les fiches de chaque club avec des informations sur quels services et quels produits ils peuvent offrir pour les motoneigistes de passage, que ce soit des services de restauration. Le club Hibou à Saint-Onésime offre un nouveau poste d'essence depuis cette année. Donc, on va retrouver enseignement cette information-là. De l'autre côté de la carte, on va retrouver plusieurs commanditaires qui sont liés beaucoup à l'industrie de la motoneige, d'autres un peu moins, mais c'est tous des gens qui ont contribué financièrement aussi à la carte. Donc, on va les situer aussi par des points là, sur la carte, là, identifiés par des numéros. Donc, on peut référer. Si on regarde le commanditaire, on regarde le numéro, on peut le retrouver sur la carte. Est-ce que jusqu'à maintenant, même si on est tôt en saison, le CLD a déjà reçu des retours sur cette fameuse carte-là? Oui, quand même. On est même surpris des retours qu'il y a eu parce que la carte a été lancée juste avant les fêtes, juste vraiment avant la période des fêtes où est-ce qu'on a fait un communiqué. Puis, à la suite de ce communiqué-là, déjà, j'ai eu des appels de la MRC de Lillet qui voulait commander des cartes pour en avoir, pour pouvoir distribuer dans leur région. On a eu un appel de la Fédération des clubs de motoneige du Québec qui voulait savoir un peu quelle était notre démarche auprès des clubs, qu'elle voulait peut-être s'impliquer, voir les rencontrer pour pouvoir un peu agir avec eux. Et cette carte-là qui semble essentielle pour les motoneigistes, où est-ce qu'on peut se la procurer? Les gens peuvent se la procurer dans les 4 clubs de motoneige et aussi chez les commanditaires qui ont participé à la carte. Elle est disponible sur le site Internet tourismecamouraska.com en version soit PDF ou encore sur commande. Là, on peut la commander en version papier. Les régions limitrophes aussi, comme la MRC de Lillet, vont probablement en avoir. Et l'Hôtel Universel aussi va en avoir des exemplaires. La carte, elle est gratuite. Puis, au CLD et à la MRC, on va toujours en avoir aussi. Donc, s'il y a des gens qui veulent distribuer la carte, qui sont intéressés là, à en avoir chez eux pour pouvoir en distribuer, peuvent contacter soit le CLD ou la MRC, où est-ce qu'on en a une quantité en réserve pour ce genre de distribution-là. Puis, pendant l'été, parce que des fois, pendant l'été, on planifie nos vacances hivernales, il va en avoir à la maison touristique à la Pocatière aussi. De quelle façon ce projet-là s'inscrit dans la lignée de d'autres projets aussi de la MRC? Le projet de la carte motoneige, mais notamment aussi tous les projets au niveau de la valorisation de la motoneige au Kamouraska s'inscrit très bien dans un projet que la MRC a débuté au niveau du parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Donc, un projet qui se veut justement de développement par la population, une appropriation du territoire au niveau là, du Haut-Pays, ce qui comprend dans le fond les municipalités qui sont plus situées à l'intérieur des terres. Donc, vu que le motoneige et les sentiers sont majoritairement justement situés dans ce territoire-là, puis que les clubs de motoneige aussi ont leurs activités là. La motoneige est vraiment une activité très importante là, du tourisme hivernal, puis de la dynamisation justement de ce territoire-là, puis le fait de la prise en charge des gens. Donc, si on veut, pour la carte motoneige, attirer des gens au Kamouraska, les amener à venir fréquenter le parc régional du Haut-Pays, puis dynamiser, avoir des retombées pour les communautés, justement, locales. De cette façon-là, ça favorise beaucoup le projet. Donc, ça s'inscrit bien là, dans la lignée de ce que la MRC là, veut faire. Les élèves de la classe ressources de l'école Monseigneur Boucher sollicitent votre appui d'une façon toute simple afin d'amasser des fonds pour un projet qui leur tient à cœur. Discutons-en avec l'enseignante Marielle Saint-Pierre. Il y a 2 semaines, j'annonçais à mon équipe école que j'allais faire une cueillette de bouteilles ainsi que de canettes consignées. Et ceci dans le but d'embellir notre parc école parce que dans l'année qui va suivre, il va y avoir des grands travaux. Comment ça va s'organiser cette cueillette-là au niveau de l'école et de votre classe?
classe. Donc, vos élèves, quelles sont clairement leurs tâches par rapport à ça? Donc, chaque ami s'est présenté dans les classes et ont demandé de commencer à amener les bouteilles ainsi que les canettes ici à l'école. Quand il y a un dépôt qui se fait ici directement à l'École Monseigneur Boucher, on prend les canettes et les bouteilles qui arrivent, c'est tout mélangé. On s'en va faire le dépôt. On a eu une permission spéciale de notre directrice qu'on trouve vraiment correcte de nous ouvrir les portes parce que faire le dépôt, c'est pas évident. Ça nous prend un local assez grand. Donc, on nous a alloué le sous-sol de l'école et ce qui nous aide justement à faire le tri directement quand les canettes et les bouteilles arrivent ici dans tout mélangé. Mes élèves, eux, ont comme pour fonction de prendre ces sacs-là et descendre directement au sol et on fait le classement à partir de sacs recyclés. Et là où j'aurais vraiment besoin de la participation de la population, ça va s'adresser vraiment le samedi 26 janvier, là où ça va être important de se dire on va faire notre participation en donnant des canettes et des bouteilles. Tantôt, il y aura la possibilité de déposer le tout sur le perron parce que, pour une raison XY, je serai absent. Ou j'ai oublié totalement le samedi en question. Il y aura possibilité de venir déposer les canettes et les bouteilles ici à l'école le lundi suivant, le 28 janvier, entre 8h30 et 15h30. Pour avoir une deuxième chance d'avoir des canettes et des bouteilles. Pourquoi la classe ressources de l'école, plus précisément, a désiré participer au projet? En fait, c'est une idée qui m'est venue dans le temps des fêtes. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire comme projet? Et ceci dit, j'ai eu comme l'esprit présent qui disait « Oh mon Dieu, c'est l'occasion, les gens ont pris beaucoup de boissons gazeuses dans le temps des fêtes, que ce soit en bouteille, en canette, et voilà, je pense que ça serait opportun de faire une cueillette en janvier. » Sachant tout ça, j'ai demandé à mes élèves en rentrant le 7 janvier s'ils étaient d'accord avec mon projet parce que je leur disais que impossible que j'arrive à faire tout ça seul. Et j'ai élargi mes horizons. J'ai demandé à certains élèves de 5e et 6e année s'ils voulaient, par une participation qui venait vraiment d'eux, à savoir s'ils pouvaient passer avec nous, accompagner les adultes à faire la cueillette le samedi en question. Et j'ai toute une équipe qui s'est mise en place. J'ai quelques élèves de 5e année, quelques élèves de 6e année qui, venant vraiment d'eux, sans les forcer, se sont ramenés et ont donné leur nom. Et tout ça a fait que j'ai des adultes aussi en place. Et à partir de la carte de Saint-Pascal, on a tout dépouillé ça et j'ai chaque personne dans chaque secteur. Et vraiment, je pense que ça va être très positif, notre cueillette. Du côté du sport, maintenant, regardons les derniers résultats du côté de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux. Tout d'abord, vendredi dernier, c'était au tour de l'Impérial de visiter le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. C'est le 95 qui est reparti avec la victoire au compte de 2-1. Le lendemain, eh bien, c'était au tour de Saint-Pamphile d'aller visiter Saint-Damien et Saint-Pamphile est reparti avec la victoire au compte de 7-4. Du côté des prochains matchs, maintenant, pour la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, ce sera au tour de l'Impérial de Saint-Pascal de visiter les Seigneurs de la Pocatière le vendredi 25 janvier prochain à compter de 21h. On se rappelle que ces deux équipes se suivent au classement, étant respectivement la 5e place et la 4e. Ce sera donc un match certainement à ne pas manquer. Et également, un match sera repris samedi le 26 janvier. C'était le match qui devait être présenté avant les fêtes, mais qui avait été annulé à cause de la mauvaise température. Donc, ce sera les Seigneurs de la Pocatière, qui visiteront le 95 à Saint-Jean-Port-Joli, et ça à compter de 20h samedi. Pour ce qui est du classement maintenant de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux, Saint-Jean-Port-Joli est toujours en tête, suivi de Saint-Damien, Saint-Pamphile, la Pocatière et Saint-Pascal. Je vous parle maintenant du tournoi de hockey Opticamou qui se déroule présentement du côté de l'Aréna de Saint-Pascal. Tout d'abord, du côté Pee-Wee, les Mustangs de Saint-Pascal se sont inclinés au compte de 6-2 en demi-finale devant Beauce, Centre de Saint-Joseph-Beauceville qui, eux, se sont retrouvés en finale contre les Commandeurs de Lévis. Et c'est les Commandeurs de Lévis qui sont repartis avec la victoire à la finale au compte de 4-2. Du côté des Atomes maintenant, Pro-Lac de Lac-Etchemin, Saint-Prosper-Saint-Combe sont repartis avec la victoire à la finale au compte de 5-2 contre Beauce, Centre de Saint-Joseph-Beauceville. Et en terminant, je vous rappelle que le tournoi Opticamou battra toujours son plein cette semaine du 24, 25, 26 et 27 janvier prochain.
C'est ce qui termine la première émission de l'édition 2013 d'InfoCam. Merci d'avoir été là. Soyez là la semaine prochaine. Marie-André Dupéry sera de retour avec vous. Et pour plus d'informations sur TVCK, je vous invite à aller visiter le www.tvck.org. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportage, par téléphone, le 418 492 2711, par télécopieur, le 418 492 7498, par courriel à presse@tvck.org et par Internet, le www.tvck.org. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 418 492 3515.